Alors aujourd'hui, je vais répondre à la première foire aux questions que j'ai créée sur le groupe La Communauté des Animaristes. Donc c'est le groupe attenant à la page Animaré FB. Donc c'est un groupe Facebook regroupant les soutiens, les fans et les utilisateurs des différents canaux d'Animaré et d'autres personnes qui souhaitent pouvoir discuter, échanger, partager avec nous sur les différents sujets liés à l'animation. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc une première foire aux questions dessus. Et donc bien évidemment, comme l'été cette foire aux questions dirigée pour la communauté des animaristes, il n'y a donc que les questions des personnes qui font partie de ce groupe. Alors si rejoindre ce groupe t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo là qui va te le présenter. Je ne vais pas forcément m'étaler plus longtemps là-dessus et puis bon, moi je vais démarrer la vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex et si tu veux, mon but sur internet c'est de t'aider à te former aux différents métiers de l'animation. Donc que tu sois animateur, que tu sois directeur, que tu sois formateur ou alors le tout au féminin, et ben moi mon but c'est de t'apporter de l'aide, de la ressource, du contenu pour toi t'aider dans tes pratiques sur le terrain. Et pour ça j'ai créé Animaré, qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Va voir dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse. Si tu me connais déjà, eh bien écoute, je suis content de te retrouver, puis si ça se trouve je vais répondre à tes questions après le générique bien sûr. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, du coup, juste avant de répondre aux différentes questions de cette première foire aux questions que j'ai créée sur la communauté des animaristes, je tiens quand même à te rappeler une première chose, c'est que en ce moment, sur la médiathèque Animaré, donc qui est le canal payant, le canal de l'entreprise Animaré, tout simplement, l'entreprise s'appelle Médiathèque Animaré, en ce moment, il y a un produit gratuit dessus, et je t'en parle parce que cette promotion gratuite va bientôt s'arrêter vu qu'on approche de la fin du confinement. Ce produit, il était gratuit pendant la période de confinement, et donc ce produit, ce sont des conseils aux futurs directeurs, aux futures directrices. Et donc que tu sois, en fait, c'est pour les futurs directeurs, mais aussi pour les jeunes directeurs et directrices déjà expérimentés qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour pouvoir un peu mieux cerner un petit peu leur pratique, ou alors tout simplement les directeurs et directrices d'expérience qui veulent se former à d'autres pratiques, découvrir les miennes ou améliorer les pratiques qu'ils ont déjà. Enfin bref, ce produit, donc c'est une conversation d'environ, enfin de plus de 4 heures que j'ai tenue avec Marc qui voulait mes conseils pour lui mieux aborder le plus possible sa première direction. Donc avec lui, je reviens dans un premier temps sur la pédagogie appliquée. Donc qu'est-ce que toi tu comptes faire concrètement avec les jeunes sur le terrain ou avec ton public et comment est-ce que tu vas transmettre ça à ton équipe. Le deuxième point que j'aborde avec Marc, c'est comment est-ce qu'on gère une équipe d'adultes, la gestion d'équipe d'adultes. Donc on parle leadership, on parle management, on parle gestion de conflit, on parle crédibilité, etc. En fait, tout ce qui va pouvoir toi te permettre d'être le pilier de cette équipe parce que c'est ce qu'on va attendre de toi dans tes rôles et fonctions de directeur ou de directrice. Et enfin, le troisième volet que j'aborde avec Marc dans cette conversation, c'est tout ce qui va concerner l'administratif. C'est un point non négligeable parce que l'administratif, tu as ton administratif propre, tu as l'administratif à faire avec ton équipe, après tu as tout l'administratif du séjour, donc l'administratif avant séjour, l'administratif de début de séjour, l'administratif de pendant séjour, l'administratif de fin de séjour et l'administratif dans ce qu'on appelle un petit peu entre les deux avec les imprévus, les aléas, les accidents, les incidents, les événements graves, enfin ça peut arriver, enfin bref, tout ça, il y a un administratif particulier à découvrir. Donc ce que j'ai fait avec Marc, évidemment, hein, je suis pas rentré dans les détails de chaque point que j'aborde dans cette conversation parce que sinon il y en aurait pour facilement entre 20 et 30 heures de conversation, de formation, etc. Mais au moins ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait découvrir l'ensemble des choses qui vont l'attendre dans ses rôles et fonctions de directeur à l'avenir. Donc aussi, c'est quand tu tombes sur quelque chose, quand j'explique un point, je te dis au moins à quoi ça sert, est-ce qu'on va attendre de toi dedans, même si je vais pas énormément loin en profondeur sur ce que tu peux faire, mais au moins tu sais à quoi t'attendre et ce qu'on va attendre de toi à chaque point que j'ai abordé avec Marc dans cette conversation. Donc je te rappelle que ce produit, il est totalement gratuit, il commence sur Animaré TV, donc la vidéo de présentation est ici, tu peux aller la voir et aussi ensuite la conversation continue sur la médiathèque Animaré. Je te répète que
que c'est gratuit jusqu'à la fin du confinement. On approche de la fin du confinement, donc si tu veux en profiter, dépêche-toi. Ok, bref, voilà. Donc je reviens à la foire aux questions. Donc ici, j'ai une première question d'Ibrahim. Ibrahim qui m'a posé cette question. Mon directeur m'empêche de faire mon projet d'animation. Je dois faire quoi? Alors, déjà premièrement, Ibrahim, le truc, c'est que il y a peut-être déjà plusieurs raisons pour lesquelles ton directeur il t'empêche de faire ton projet d'animation. Peut-être premièrement que le projet d'animation ne correspond pas à ses attentes ou aux attentes du projet pédagogique. C'est possible. Je sais pas, hein, je vais t'évoquer plein de cas différents. Il se peut aussi que ton projet d'animation, il trouve, ton directeur, hein, ou alors son équipe de direction, trouve qu'il n'est pas assez abouti et qu'il nécessiterait encore un peu de travail. C'est pour ça qu'il ne te laisse pas forcément le faire tout de suite. Ou alors, il se peut aussi, donc ça c'est pour les raisons qui sont on va dire nobles, mais tu sais les directeurs sont des humains, les directrices aussi sont des humains et ils sont pas tous nobles dans l'âme, tu sais, t'as des bons, t'as des méchants, t'as des gentils, t'as des intelligents et puis t'as des cons, tu vois, et donc il se peut, je sais pas, hein, c'est possible, hein, mais il se peut que ton directeur t'en veuille personnellement et cherche à te mettre des bâtons dans les roues. Il se peut que ton directeur ne comprenne pas le sens, l'intérêt de ton projet d'animation. Bon, enfin voilà, il se peut aussi que ton directeur fasse du favoritisme par rapport à d'autres personnes dans ton équipe et va privilégier ceci ou cela, tu vois. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles ton directeur ne peut ne pas accepter ton projet d'animation, t'empêcher de le faire. Mais maintenant, à savoir, est-ce que c'est des raisons qui sont nobles et donc qui voudraient dire que tu as encore un petit peu de choses à travailler sur ton projet d'animation, ou est-ce que c'est des raisons qui ne sont pas nobles et qui tournent plus autour de l'ego trip, la manipulation, etc. Bon, en tout cas, ça va pas changer grand-chose à la réponse que je vais te donner. En tout cas, qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu es dans le premier cas où il faut que tu travailles ton projet et que tu arrives à le convaincre que ton projet tient la route et qu'il est digne d'être présenté aux jeunes ou à ton public. Ou alors, sinon, l'autre chose que tu peux faire, c'est te plier à sa volonté, peut-être déjà lui demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Il y a peut-être de bonnes raisons qu'il ne t'a peut-être pas dit. Ça pourra peut-être t'aiguiller. Et puis après, peut-être que voilà, c'est ton directeur, ton supérieur hiérarchique, à voir toi comment tu t'entends dans ton équipe, comment est-ce que tu t'entends dans cet organisme au sein de cet accueil collectif de mineurs. Et si tu respectes ton supérieur et qu'il te demande de pas faire quelque chose, au bout d'un moment, comme c'est ton supérieur, tu ne fais pas parce que c'est lui qui prend la décision au final, c'est lui qui tranche. Ça, c'est à toi de voir dans un premier temps. En gros, si tu respectes ce qu'il ou elle va te dire, enfin ce qu'il va te dire. Après, tu as l'autre solution, un peu plus extrême, où tu peux tenter de faire ton projet quand même. Ça arrive des fois hein, qu'on lance des projets sans la validation de son équipe de direction. Tu peux tenter de le faire, ça a tes risques et périls. Si ça se trouve, il t'en félicitera. Comme si ça se trouve, il te cartouchera encore plus que ce qui n'aurait dû se passer ou peut-être même qu'il t'a déjà cartouché par rapport à ton projet, je sais pas. Voilà, donc tu peux tenter de le faire au forceps. Et si vraiment ce projet te tient à cœur et que tu sais qu'il n'y a pas moyen de le faire à cet endroit-là, mais tu sais que ton projet a du sens, la dernière solution qui est aussi extrême, c'est d'aller tenter de faire ton projet ailleurs, de trouver un autre accueil collectif de mineurs et de proposer ton projet là-bas parce que là-bas ils accepteront. Des fois c'est comme ça, on peut pas forcément plaire à tout le monde, même quand on a des choses qui sont sensées, qui sont belles, qui sont bien faites, qui ont de l'intérêt. Mais des fois, voilà, c'est tout. On n'est pas dans le même optique, dans la même direction, et donc il vaut mieux pour ça aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs. Ça arrive aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Ibrahim. Alors ensuite, j'ai une question, de Corentin. Alors la question de Corentin, donc bonjour, j'ai passé la première formation BAFD, donc la base, avec le CMEA, c'est les CMEA Corentin, les centres d'entraînement en méthode d'éducation active, enfin bref, et ma directrice me demande de rédiger mon projet de direction idéal. Je suis un peu dans le flou, peux-tu m'éclaircir sur ce qu'il doit contenir? Alors, déjà on parle de quelle directrice? Est-ce qu'on parle de ta directrice de formation, de base BAFD, ou est-ce qu'on parle de ta directrice sur le terrain qui t'accueille en stage pratique? C'est pas la même chose, pas forcément la même chose. Alors, en soi, après derrière le projet de direction, ça reste un projet de direction que tu le présentes en stage en formation, que tu le présentes en stage sur le terrain. Je vais être très honnête avec toi. Moi, le projet de direction, Corentin, c'est pas quelque chose
que je mets en place quand je dirige. C'est-à-dire, je t'explique. En fait, un projet de direction, si tu veux, c'est un petit peu comme un projet pédagogique. Si c'est un peu flou, normalement pour toi Corentin, tu dois voir, parce que j'espère qu'en base BFD on t'a expliqué ce que c'était qu'un projet pédagogique, est-ce qu'on a l'attente de toi dedans. Mais si toi tu n'es pas Corentin et tu ne vois pas trop de quoi on parle, tu peux aller voir cette vidéo là qui va te présenter un petit peu ce qu'est un projet pédagogique et ce qu'il faut mettre dedans. Mais du coup pour moi c'est un petit peu comme un projet pédagogique, sauf que le projet pédagogique est la destination du public et il va être véhiculé à travers ton équipe pédagogique au complet, donc notamment surtout prioritairement les animateurs, l'équipe d'animation qui sera la plus proche du public. Donc un projet pédagogique, ça sert à dire qu'est-ce qu'on veut faire concrètement sur le terrain avec le public et comment est-ce qu'on va y passer, avec quels outils, avec quels moyens et dans quel but. D'accord? Et donc ça va être transmis à l'équipe d'animation pour que cette équipe puisse arriver à mettre en place les objectifs et les moyens du projet pédagogique sur le terrain auprès du public, auprès des jeunes. D'accord? Et ben en fait, si tu veux un projet de direction, c'est un petit peu la même chose, mais pour ton équipe de direction. Alors le public final évidemment sera l'équipe d'animation parce que c'est elle, l'équipe de direction sert à encadrer l'équipe d'animation, mais en gros c'est un projet sur écrit où dedans tu vas expliquer concrètement quels sont tes buts, quels sont tes objectifs dans ton équipe de direction, dans ton bureau de direction pour l'accueil collectif de mineurs. En gros c'est comment est-ce que tu vas diriger ton séjour, comment est-ce que tu comptes manager ton équipe, comment est-ce que tu comptes apporter les choses à ton équipe et bien évidemment aux jeunes à travers ton équipe. En gros un projet de direction ça sert à c'est comment est-ce que toi quels sont les objectifs, quels sont les projets, tout simplement c'est dit dedans, de ton équipe de direction au sein de cet accueil collectif de mineurs. Et en fait si tu veux, moi pourquoi est-ce que j'en rédige jamais? Clairement j'ai plus d'une cinquantaine, largement plus d'une cinquantaine, plus de 60 directions, mais pourquoi est-ce que j'en rédige jamais? Parce que moi en fait si tu veux, mon projet de direction je l'inclus dans mon projet pédagogique, dans la partie où je définis les rôles et fonctions de chacun, donc dans l'équipe pédagogique. Il y a un moment où je parle de mes rôles et fonctions de directeur et dedans j'explique comment est-ce que je compte mener mon équipe pédagogique et donc aussi mon équipe de direction et donc forcément l'équipe d'animation aussi qui va derrière. Mais en gros tout est résumé, comment est-ce que je compte à la fois diriger mon équipe pédagogique, comment est-ce que je compte tenir mon bureau et comment est-ce que je compte transmettre à mon équipe d'animation. Tout est résumé dans mon projet pédagogique. C'est pour ça qu'en fait je le duplique pas, en fait ça sert à rien, tout est dedans, je fais un seul écrit en une seule fois et voilà. Mais en gros tu peux séparer les deux un petit peu. Mais et aussi pourquoi est-ce que je le fais jamais? Parce que quand tu vas regarder dans l'affichage obligatoire de jeunesse et sport, le projet de direction n'est pas qu'un document officiel qu'on te demande au cas de contrôle, ou à moins que j'ai loupé quelque chose, peut-être que j'ai une connerie mais bon pour moi en tout cas j'ai pas vu que c'était demandé dedans, donc puis bon de toute façon il est résumé dedans, mais donc dans mon projet pédagogique, mais donc je le mets pas dedans. Mais voilà, après je sais qu'il y a des organismes qui demandent à ce que les directeurs rédigent un projet de direction en plus d'un projet pédagogique. Alors le projet pédagogique, il peut être rédigé avec le collectif de ton équipe, ce qui peut être mieux aussi, au moins tout le monde est inclus dedans et tout le monde a eu son mot à dire, etc. Le projet de direction, si il est écrit à plusieurs têtes, il doit être écrit avec le collectif de direction. Et dans le collectif de direction, tu as toi en tant que DACM, donc directeur ou directrice de l'accueil collectif des mineurs, tu peux avoir ton ou tes adjoints et après c'est à toi de voir les assistants sanitaires de ton séjour, est-ce que tu les inclus ou pas dans l'équipe de direction. Moi j'ai pour habitude d'inclure les assistants sanitaires dans mon équipe de direction. Après les SB pour moi ils vont dans l'équipe d'animation. Okay, mais tout ça pour te dire aussi pourquoi est-ce que je le fais pas, pourquoi est-ce que je prends pas forcément l'habitude de le rédiger, c'est parce que régulièrement je me retrouve à diriger des séjours où je suis seul en direction. Je suis à la fois le directeur et l'assistant sanitaire du séjour. Et bon, voilà, je vais pas rédiger. En fait, si tu veux, quand tu vas rédiger un projet, c'est à destination d'un public quand tu vas le mettre sur papier. Et bon, régulièrement, comme je suis seul en direction, je vais pas rédiger un papier, un écrit à l'attention de moi-même alors que je sais ce que je vais faire, tu vois. Et surtout que tout est résumé dans mon projet pédagogique. Mais enfin, voilà. Après, moi, ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose qui m'engage totalement moi. Et t'es pas du tout obligé de me suivre, d'être d'accord. Et il y a des personnes derrière qui je sais qui vont s'outrer en disant que c'est pas normal que je ne rédige pas un projet de direction séparé du projet pédagogique. Peut-être en attendant jeunesse et sport quand ils viennent me contrôler,
Ils me disent rien, ça leur paraît pas choquant. Et en attendant, il y a énormément d'organismes qui acceptent que je fonctionne comme ça. Quand ils voient mon projet pédagogique, ils ne parlent même pas du projet de direction. Bon, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Corentin. Je résume une dernière fois, c'était pas assez clair. En gros, ton projet de direction, ça sert à dire en gros, ton bureau, ton équipe de direction, comment est-ce que tu comptes la mener, qu'est-ce qui va s'y passer clairement et qu'est-ce que vous comptez transmettre à votre équipe d'animation. C'est comment est-ce que vous allez diriger le séjour, par quels moyens, avec quels objectifs, quels buts, avec quels moyens à disposition vous allez diriger le séjour. Voilà, c'est un projet pédagogique pour l'équipe de direction. Voilà, je pense que je peux pas faire plus clair. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Alors, question suivante, question de Léna. Alors Léna, elle a deux questions. La première question, c'est en tant que stagiaire, à quoi je dois m'attendre? Différence début, fin du stage. Qu'est-ce qui va m'être demandé au début vs à la fin du stage? Donc Léna, je suppose que tu es stagiaire BAFA quand tu me poses cette question. Et de toute façon, oui, je crois avoir discuté un petit peu avec toi, Léna, en MP. Et oui, si je dis pas de bêtises, c'est stagiaire BAFA. Mais en gros, en tant que stagiaire, à quoi est-ce que je dois m'attendre? Qu'est-ce qui va m'être demandé? La première chose à laquelle je vais commencer dans le premier ordre, la première chose auquel tu dois t'attendre, c'est de travailler avec le reste de ton équipe. Donc si tu as besoin de comprendre comment est-ce qu'on travaille en équipe, tu peux aller voir j'ai fait une playlist sur Animare TV qui s'appelle Notion d'équipe. Donc va voir, je reviens sur le travail en équipe, sur la gestion de conflits, aussi sur le travail en solo et sur l'intégration des nouveaux dans une équipe qui est déjà soudée. Okay, donc ça peut déjà être la première chose. Ensuite, il faut que tu t'attendes à rencontrer les 3 volets de l'animation. Donc c'est-à-dire tout le monde comme ça, même ceux qui n'ont jamais mis les pieds, connaissent le premier volet qui est l'activité. Donc activité, jeu, c'est la première chose, tout le monde s'y attend. Ok. Ensuite tu as, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, tout le monde voit de quoi je parle. Ensuite tu as ce qu'on appelle la vie collective. La vie collective, c'est les instances de décision qu'on va prendre tous ensemble, c'est la régulation du groupe, c'est le cadre du groupe, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les règles qu'on va se donner, soit pour tout le séjour, soit pour un temps donné. Qu'est-ce qu'on peut organiser par l'avenir, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de vivre, etc. Voilà, tout ça, c'est de la vie collective et il y a aussi dedans la gestion de conflits, d'accord? Tout ça, c'est vie collective. Et enfin, tu as ce qu'on appelle la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels des individus, donc que tu vas avoir dans ton groupe. Et donc, tu as besoin de manger, besoin de dormir, besoin de sommeil. Donc, ce sont les besoins vitaux prioritaires. C'est principalement ça qu'on met derrière la vie quotidienne. Et des fois aussi, on peut avoir aussi tout ce qui va tourner autour des besoins d'affect, etc. En tout cas, voilà, ce sont les 3 grandes facettes que tu vas rencontrer dans l'animation. Et ce à quoi il faut t'attendre, c'est que, et aussi ce qu'on va te demander, c'est que toute ton équipe, aussi bien ta direction que tes collègues, vont compter sur toi, sur chacun de ces 3 volets et vont aussi espérer que dans la plupart des cas, dans la plupart des équipes, après il y a toujours des contre-exemples, mais on va toujours espérer que tu travailles en équipe aussi pour gérer ces 3 volets de l'animation. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qui va m'être demandé au début ou à la fin du stage? Alors là, je ne peux pas répondre forcément à la question parce que tout ça va dépendre de ton responsable de stage pratique sur le terrain qui, la plupart du temps, sera ton directeur ou ta directrice. Premièrement, il se peut, comme normalement, c'est la pratique courante qui est censée se passer. On est censé te mettre un référent diplômé sur le terrain, un petit peu un parrain, comment dire, un petit peu un chaperon pour toi t'aiguiller dans tes pratiques en tant que stagiaire. C'est une personne référente, un BAFA qui va être sur le terrain avec toi et si tu as des questions, tu vas le voir et lui, son but aussi normalement, c'est de faire en sorte de venir te voir avant que tu aies des questions aussi, tu vois. Malheureusement, pas dans toutes les équipes, tu vois, malheureusement ou bien heureusement, tu vois, moi par exemple, quand j'ai des stagiaires BAFA dans mon équipe, c'est pas un système que je mets en place. Pour moi, j'ai toute l'équipe, tous les diplômés sont référents des stagiaires. Ils sont tous là pour les accompagner, ok. Aussi, après, selon avec la direction avec qui tu vas tomber, ton stage pratique va soit dépendre de l'ensemble de ton séjour. Moi, par exemple, tu tombes avec moi en stage pratique, je vais pas t'évaluer sur une activité ou un temps donné, je vais t'évaluer
sur l'ensemble de tes pratiques, d'accord? À tous les moments, tous les instants, comme les autres animes en fait. Je vais pas faire de différence entre toi et les autres. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Je te dis la parenthèse rapide, c'est parce que te faire évaluer sur un point donné, ça peut te mettre une pression énorme, pire qu'au baccalauréat. Et je ne pense pas, moi, que des animes vont être dans un état psychologique de mettre des jeunes dans un état de vacances, dans un climat de vacances, si moi, en tant que directeur, je leur mets la pression comme s'ils étaient en train de passer des examens. C'est ma vision des choses. Je sais qu'il y en a plein qui la partagent pas et ça les regarde. En tout cas, moi, ma version me regarde et je préfère fonctionner comme ça. Mais donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, tu as d'autres directions qui vont t'examiner sur un point donné ou plusieurs points donnés. On va te dire, on t'attend sur un grand jeu, sur un accueil animé et sur un temps calme. Voilà, c'est possible. Mais pour moi, je fonctionne pas comme ça parce que pour moi, c'est pas prendre la globalité de l'animation. Je te l'ai dit, il y a les activités, il y a la vie quotidienne et il y a la vie collective. Donc, si je t'évalue que sur l'activité, en fait, je t'évalue que sur un tiers de tes facettes d'animatrice. Donc, moi, ça m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce à quoi tu dois t'attendre, enfin, entre guillemets, à quelle sauce tu vas être mangé, si tu veux le savoir le plus rapidement possible, eh ben, quand tu es en stage pratique, dès le début, demande-le. Même avant même d'arriver sur le terrain, si tu es en contact, demande ce à quoi on va attendre de toi, sur quoi tu vas être évalué sur le terrain. Moi, mes stagiaires que je rencontre quand je suis directeur, quand je les ai en contact à l'avance, ils me disaient, est-ce que tu peux me dire sur quoi est-ce que je vais être évalué? Je leur dis sur tout. Ça veut pas dire... je leur dis comme ça, je leur dis tu vas être évalué sur tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre une pression énorme parce que je sais que tu es au début de tes pratiques et je sais déjà qu'il y aura des coquilles à un moment ou à l'autre et je ne peux pas te demander, toi, sur ta première expérience, d'être compétent sur tous les domaines, mais ce que j'aimerais voir à minima, c'est que tu t'investisses dans chaque dynamique, qu'elle soit d'activité, de vie collective ou de vie quotidienne. En gros, que tu tentes, que tu ailles, que tu fasses force avec ton équipe, qu'en gros, que tu fasses pas la plante verte, quoi. C'est tout ce que je te demande. Après, il y aura des personnes pour t'aiguiller. Il se peut que tu fasses des erreurs. On sera là soit pour les rattraper, soit pour te montrer comment ne plus les faire par la suite. Mais bon, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne sur le terrain. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Il se peut qu'on te demande des points bien particuliers. Ok ? Et je te dis, est-ce qu'on va te demander au début ou à la fin? Ça dépendra de la direction sur laquelle tu vas tomber. Demande le plus rapidement possible, au moins tu seras très vite au courant. Ensuite, deuxième question de Léna, donc toujours sur mon stage, y aurait-il une astuce pour gagner en assurance dès le début de séjour, faire tomber le stress, etc. J'ai regardé ta vidéo sur le stage, j'ai suivi tes conseils, j'ai juste besoin d'un truc auquel me raccrocher. Ok, alors c'est très... complexe que tu me demandes est vague parce qu'en fait le truc auquel te rapprocher va dépendre de chaque personne, Léna. En fait, on n'est pas tous, on fonctionne pas tous avec la même énergie, avec le même carburant. Mais pour essayer de donner une réponse assez générale et qui, je pense, devrait correspondre à tout le monde. Moi, je pense que la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, moins stressé, pour toi être crédible quand tu vas arriver sur le terrain, pour toi aussi avoir de la ressource à proposer. En gros, c'est même pas une question de réussir ton stage, c'est une question de réussir à la fois à intégrer l'équipe et à la fois à gagner ton crédit face à ton public. C'est le tout cumulé. Prépare-toi. C'est la meilleure chose que je puisse te dire, c'est prépare-toi. Tu peux te préparer à plein de choses. Tu peux te préparer à imposer tes idées ou du moins ne serait-ce qu'à les faire entendre parce que souvent c'est quelque chose dont les stagiaires se plaignent régulièrement. Ils ont l'habitude de se faire bouffer, on les écoute pas, on les envoie faire les tâches qu'ils ne veulent pas faire ou que personne d'autre ne veut faire et on les prend pour la dernière roue du carrosse, on les tient au courant de rien, voire des fois ça va très loin jusqu'au bizutage, etc. Et en fait, souvent c'est pour il y a souvent un point commun, c'est qu'ils ne se sont pas imposés ou ils n'ont pas du moins fait entendre leur point de vue sur certaines choses. Donc notamment dans les réunions d'équipes d'adultes où on se dit oh, il n'y a pas les jeunes, bon c'est pas forcément nécessaire que je prenne la place, ils sont expérimentés, ils connaissent mieux que moi et je vais pas trop l'ouvrir, j'ai peur de dire des bêtises et de passer pour un idiot ou pour une... Non. Tu passeras beaucoup moins pour un idiot ou une idiote en donnant ton avis et en l'argumentant, en le justifiant. En gros, il n'y a pas de position bête à partir du moment où elle est défendue.
les seuls avis, les seules positions bêtes, c'est celles qu'on ne donne pas ou celles qu'on ne défend pas. Et il ne faut pas non plus s'étonner de se faire un petit peu bouffer sur le terrain quand on ne défend pas ses positions, quand on ne défend pas ses avis. Et regarde bien, les animateurs expérimentés, ils l'ont vite compris. Et eux, ils arrivent en réunion, en équipe d'adultes, ils se gênent pas pour dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils savent que sinon leurs idées vont passer à la trappe. On va les mettre de côté, voire même on va peut-être les bouffer. Et c'est pas une règle générale, mais il y en a beaucoup qui l'ont compris, des animateurs expérimentés. Et je te parle même pas forcément des diplômés, je t'ai bien dit expérimentés en fait. Tu sais, il y a des personnes sans diplôme, sans BAFA, sans BAFD qui sont sur le terrain. Mais si elles sont d'expérience, crois-moi qu'elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent en réunion. Et donc je pense que ça, n'hésite pas à au moins faire entendre ton point de vue. C'est la première chose, prépare-toi à ça. Aussi, prépare-toi à improviser, à les moments mous, les moments morts, etc. C'est ça aussi qui fait la fascination de certains animes, c'est quand ils sont capables d'animer quand on n'avait pas prévu ou quand tout s'est cassé la gueule pour animer à ce moment-là. Donc prépare-toi à animer. Il y a une vidéo spéciale sur Animare TV pour par rapport à l'improvisation. Prépare-toi à improviser, pardon. Il y a une vidéo spéciale là-dessus sur Animare TV. Je les pointe plus sur les fiches parce que tu sais, YouTube peut mettre que 4 fiches au bout d'un moment maximum. Donc comme je sais que je vais te référer à plus de 4 vidéos, je te dis, elle est sur Animare TV. Enfin bref, va voir cette vidéo sur l'improvisation. Elle va franchement t'en donner pas mal déjà. Et aussi ce que tu peux faire, c'est te prévoir un bagage. Alors quand je parle d'un bagage, c'est à la fois un bagage physique et un bagage immatériel. Un bagage physique, va voir la vidéo sur le sac de l'anime. Déjà, ça va pouvoir être une ressource sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer dessus, arriver avec un sac où il y a tout ce qu'il faut dedans pour toi aborder tes animations le plus vite possible et t'y référer. Et aussi, quand je dis un bagage, c'est toi te préparer un bagage de jeux, d'activités, de ressources à apporter aux jeunes. Que ce soit sur un planning entre adultes ou que ce soit à l'instant T parce que voilà, on est un petit peu en mode impro ou alors tu as un truc à proposer aux jeunes ou je ne sais quoi. Enfin voilà, prépare-toi. Et aussi, ce qui peut être bien aussi, c'est te préparer à différentes situations auxquelles tu penses et qui peuvent te poser problème. Par exemple, je sais pas, tu as des questions, tu te demandes comment est-ce que tu vas gérer les repas à table. Tu te demandes si tu vas faire des colos, comment est-ce que tu vas gérer les douches. Tu te demandes comment est-ce que tu vas gérer des conflits. Tout ça, et ben tout ça, c'est des questions que tu peux anticiper. Il y a un outil qui est magique aujourd'hui qui s'appelle Internet, où il y a des forums, il y a des groupes, notamment le groupe La Communauté des Animaristes, mais il y en a plein d'autres, sur lesquels tu peux poser tes questions et il y a des personnes d'expérience qui vont donner leurs avis, leurs conseils. Et je pense qu'il est bien, c'est d'en prendre plusieurs qui vont pas forcément dans le même sens. Et toi, déjà pour pouvoir choisir ou voire même des fois compiler entre ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas dans les différents avis qui sont totalement opposés. Ça peut être super intéressant aussi de fonctionner comme ça. Ou alors si tu as un avis avec lequel tu tombes complètement amoureux directement ou amoureuse, eh ben vas-y, tu fonces et tu suis, tu testes. Mais voilà. Et ici, il y a aussi une dernière chose à laquelle il faut que tu te prépares avant d'aller sur le terrain. Il faut que tu te prépares à rencontrer l'échec. Oui, je tiens à te prévenir, je tiens à être honnête avec toi, ça arrive à tout le monde. On passe tous par là à un moment ou à l'autre dans nos animations où on rencontre l'échec. Soit on fait un flop au niveau activité, ou alors on fait un flop au niveau autorité, ou alors on fait un flop au niveau organisation. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec les humains ne sont pas des machines. Et il y a un moment, ça tourne pas comme ça aurait dû tourner pour plein d'X ou Y raisons, facteurs qui peuvent venir de tous les côtés différents. Ok? Mais ça arrive. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, face à l'échec, il y a deux types de réactions. Tu as les personnes qui vont se morfondre sur elles-mêmes et qui vont se mettre à culpabiliser et puis se voiler la face et voire même aller complètement dans le déni des fois et dire non, c'est pas vrai, j'ai pas échoué, ou alors abandonner, se retourner et dire nique, c'est pas pour moi. Ok, très bien, c'est leur choix, c'est respectable. Après, tu as la deuxième réaction possible, le deuxième type de personne qui va se dire ok, ça a merdé. Pourquoi ça a merdé? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux reprendre? Ou alors est-ce qu'il faut totalement que j'abandonne? Mais si je peux reprendre, comment est-ce que je vais faire pour reprendre en faisant en sorte que ça ne merde plus comme la fois où ça a merdé d'avant? Et c'est là qu'on peut se permettre de progresser. L'échec peut être formateur. C'est de toute façon, les plus grands virtuoses de n'importe quelle discipline te le diront. Il n'y a pas meilleur formateur que l'échec. C'est parce qu'il t'apprend
à identifier tes lacunes sur lesquelles tu peux ensuite progresser. Celui qui n'échoue jamais ne progresse jamais. Donc attends-toi à être confronté à l'échec, mais ce n'est pas grave, d'accord? Sers-en-toi d'une expérience, d'une marche pour toi être plus forte par la suite. Ok? Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Léna, Corentin aussi, Ibrahim aussi, hein, je ne sais pas si je l'avais dit, je ne sais plus. Ok, question suivante. Question de Steven. Bonjour, j'aimerais passer mon BAFA, mais je ne sais pas avec quel organisme le faire. On m'a conseillé de le faire avec plusieurs organismes différents et je suis perdu. Eh bien, Steven, c'est un très bon conseil qu'on t'a donné. Pourquoi? Parce que déjà, si tu veux, bon voilà, tu peux aller voir les vidéos que j'ai fait sur Animare TV, c'est parmi les premières sur le parcours BAFA. Donc, je sais plus, c'était comment passer son BAFA et comment obtenir son BAFA à coup sûr, je crois. Et après, il y a un peu plus tard la vidéo sur le stage pratique. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre dans le cursus BAFA ou BAFD, ou voire même en fait dans n'importe quel cursus de formation, c'est que ta formation, bon voilà, il y a des points légaux qu'elle doit respecter. Jeunesse et Sport, l'État a donné des consignes, des points charnières par lesquels on doit passer au sein de la formation. Mais après, l'État n'a pas forcément dit comment y passer, ni dans quel ordre. Et il y a plein d'autres zones à combler qui sont à la charge des organismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà premièrement que chaque organisme a sa façon bien à lui de faire passer sa vision de l'animation. Voilà, je ne vais pas forcément donner de nom des organismes parce que, bon voilà, je t'ai déjà dit, mais je ne dis pas les noms des organismes avec lesquels je travaille, soit en formation, soit sur le terrain en séjour. Pourquoi? Pour pouvoir à la fois garder une totale liberté de parole sur ce que je vais dire. Je parle en mon propre nom, au nom d'Animare, et aussi pour ne pas faire porter des propos aux organismes qui n'auraient pas forcément envie de tenir ou pour lesquels ils n'ont pas été sollicités. Tu vois, je vais peut-être dire ça, on fait ça dans tel organisme, mais c'est peut-être une pratique d'usage, mais pas une pratique de valeur de l'organisme. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, dans l'animation, il y a deux grands courants. Il y en a plus que ça. Il y en a 7, 15, 10. J'en ai compté entre 7 et 13, ça dépend que voilà, mais bon, 7 grands courants d'animation avec des visions pédagogiques bien différentes, mais t'en as deux gros qui s'affrontent dans l'animation. T'as le séjour d'un côté régi dans son intégralité par les adultes, où c'est eux qui vont choisir tout ce qui va se passer à quel moment, et en totale opposition, tu as le séjour où on va laisser les jeunes ou le public construire son séjour, et pas forcément sur 100% du séjour, mais des fois c'est le cas, mais au moins sur une majorité de l'ensemble du séjour, on va le laisser choisir ce qui va se passer, à quel moment et avec qui, etc. Enfin bref, ce sont les deux gros courants qui s'affrontent dans l'animation. Et ben donc, tu as deux types de centres de formation qui véhiculent ces deux gros courants forcément, et si ces courants sont toujours véhiculés, c'est bien parce qu'on est formé à ces courants. Moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, d'accord. Moi j'ai travaillé avec les deux, que ce soit sur le terrain ou en formation. Ils ont des avantages et des inconvénients des deux côtés, d'accord. C'est voilà, moi je pense qu'il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'on les défend. Moi je t'ai déjà expliqué un petit peu méthode Bruce Lee, Jeet Kune Do, où je vais piocher ce qui m'intéresse dans chacun des différents courants et je vais l'appliquer à mes propres pratiques en rejetant tout ce que je trouve pas intéressant. Ok, enfin bref. Mais donc déjà, ces organismes ont une façon bien différente. Et évidemment, quand tu vas former des adultes c'est les adultes qui gèrent tout sur le séjour, et on est un petit peu sur quelque chose qui est beaucoup plus axé sur la prestation scénique, et parce qu'on doit avoir de la prestation scénique, et parce qu'on attend un rendu qualitatif de nous, c'est normal derrière que tout ce concept-là fait qu'on met un petit peu, en gros, qu'on fasse un peu plus animation scénique, touristique, prestation événementielle presque, d'accord. Et en totale opposition, tu as les séjours où t'as les centres de formation où on va partir des idées des stagiaires, de leurs projets, de ce qu'ils aiment faire eux dans leur vie, dans les pratiques qu'ils connaissent et qu'ils peuvent apporter dans l'animation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va leur demander de faire. On les forme à faire ça après sur le terrain avec les jeunes, d'accord. Donc ce sont deux courants qui s'affrontent totalement. Et
je te dis, les deux se valent. Et de toute façon, une preuve simple, à un moment, c'est la preuve économique. C'est-à-dire que ces types de séjours sur le terrain ou ces types de formations en organisme de formation sont remplis. Elles sont full de chaque côté. Tous les ans, c'est plein, ça fait un carton plein tous les ans. Et donc, à un moment, la loi du marché fait que si ça n'a pas vocation, si ça n'a pas lieu d'être, si c'est pas pertinent, eh ben, le marché fait que ça s'écroule et qu'il n'y a plus personne qui y va et qu'il n'y a plus personne qui paye. C'est toujours plein des deux côtés. Donc, ce qui veut dire que les deux sont légitimes, en fait, tout simplement. Bon, donc tu vois déjà, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y en a plus que ça. Hein. Je t'ai dit, pour moi, j'en compte, moi, j'en utilise au moins 7 dans mes pratiques et je te dis, il y en a 12, 13, 15, enfin voilà. Mais donc, il faut déjà bien comprendre que chaque organisme va avoir sa vision de l'animation et ne va pas forcément la porter comme un autre organisme, voire même des fois au sein d'un organisme qui a plusieurs antennes, chaque antenne a un petit peu sa vision plus ou moins particulière. Et ce qu'il y a aussi derrière, c'est qu'au sein de chaque organisme, chaque équipe de formation est un petit peu libre, non, il y a toujours les points à aborder demandés par l'État, mais chaque équipe de formation a de la liberté sur le comment aborder les contenus, comment est-ce qu'on va les amener, avec quels outils, dans quel ordre, etc. Et donc, ce qui veut dire que même au sein de chaque organisme, chaque équipe de formation peut voir les choses d'une façon radicalement différente. Conclusion, quand tu sais que chaque organisme a sa façon de faire, quand tu sais que chaque équipe de formation a sa façon de faire, quand tu sais qu'en plus de ça, dans ces équipes, chaque formateur a sa propre façon de faire, oui, moi je te conseille, c'était qui oui, c'était Steven, moi je te conseille de passer par plusieurs organismes. Au moins, tu auras vu et des organismes qui sont radicalement opposés. Donc, je vais pas te donner les noms, mais par contre, si tu vas sur les différents groupes Facebook, on va te les donner, les noms des différents organismes qui portent tel ou tel courant. Il n'y a pas de problème avec ça, on va te les dire. Et du coup, moi, ce que je te conseille, et moi je l'ai fait dans mon cursus de formation, c'est d'aller voir différents organismes et tu vas voir, c'est très riche parce qu'on ne voit pas du tout les choses de la même façon au sein de tel ou tel organisme et ça permet de vraiment mettre beaucoup de cordes à son arc. Par contre, je tiens à te prévenir aussi, comme il y a plein de façons, il y a plein d'organismes différents, qu'il y a plein d'équipes de formateurs différents, qu'il y a plein de formateurs différents, il y a peut-être des organismes ou des équipes ou voire même juste des formateurs individuels à leur tête avec qui ça passera pas, avec qui tu t'entendras pas, avec qui tu te retrouveras pas ni dans ce qu'ils disent, ni dans ce qu'ils font, ni dans ce qu'ils portent, ni dans ce qu'ils sont. C'est possible. Voilà. Mais à partir du moment où tu respectes les critères de validation jeunesse et sport de la formation BAFA, il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. Mais attention, après derrière le BAFA, c'est comme le permis. Hein. Tu sais, c'est pas parce que tu payes que tu l'as forcément. Okay. Derrière, il y a un examen. Enfin, il y a un examen. Enfin, ça dépend des centres de formation, hein, mais il faut le valider à un moment ou à l'autre. Okay. Enfin, bref, j'espère avoir répondu à ta question, Steven, en te répétant que oui, moi je te conseille d'aller voir plusieurs organismes différents. C'est très bien, c'est très très bien. Et tiens, je fais une parenthèse aussi par rapport aux stagiaires pratiques. Tu sais, ton stage pratique, tu n'es pas obligé de le faire immédiatement en sortant de base BAFA. Tu peux laisser passer 1 ou 2 séjours entre les deux pour t'entraîner avant d'aller faire ton stage pratique. Ce que tu peux même faire aussi, c'est quelque chose qui peut arriver sur le terrain. Si tu te rends compte que toi, tu as complètement fait de la merde sur ton stage pratique ou que tu as été évalué par des personnes qui t'ont mal jugé, qui t'ont pris en grippe, etc. Tu trouves que la situation est un peu injuste. Tu peux très bien dire à ces personnes-là, donc ta direction, non, fin de séjour, hein, au moment où ils pensent que tu vas venir signer ton évaluation et ton stage pratique, et dire non, je ne valide pas mon stage pratique avec vous, j'irai le faire ailleurs. Voilà, j'étais stagiaire ici, sur les papiers de déclaration TAM, tu dis pas qui est en stage pratique, tu dis qui est stagiaire, d'accord? Tu dis pas qui est en train de valider son stage, tu dis juste qui est stagiaire, d'accord? Donc tu peux très bien dire par rapport à l'État, non, moi je valide pas mon stage pratique avec vous, voilà, ça c'est mal passé, je suis pas obligé de le valider avec vous, j'irai le valider ailleurs, d'accord? Tu me fais ton évaluation si tu veux comme tous les autres, mais mon stage pratique, c'est pas toi qui t'en occupe. Voilà. Mais après, faut peut-être te dire aussi à un moment, si on ne veut pas valider ton stage pratique, la première chose à faire avant de critiquer la personne qui veut pas valider ton stage pratique ou qui veut te mettre une appréciation négative, la première chose à faire, c'est de te remettre en question. Parce que il y a peut-être de bonnes raisons derrière, tu vois. C'est peut-être normal qu'on ne veuille pas te le valider. Hein. On a peut-être peur derrière. Ok? Donc voilà. Mais je te dis, c'est une possibilité qui existe en tout cas. Voilà. Moi, je suis très, très franc et très honnête avec ça.
Alors, et enfin, dernière question, c'est une question de Talia. Talia qui me dit « Bonjour, je voulais savoir si tu travaillais avec des non-diplômés et quelle est ton opinion là-dessus ?» Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, Talia. Et donc, du coup, en fait, oui, Talia, moi, je travaille avec des non-diplômés. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que légalement, une équipe pédagogique, une équipe d'encadrement sur le terrain, sur un accueil collectif de mineurs, doit avoir à minima, j'ai bien dit à minima, 50% de diplômés dans l'équipe. Donc, quand on dit équipe pédagogique, c'est direction plus animation. On ne parle pas des personnes de service ou de cuisine ou de ménage, etc. D'accord? On parle bien équipe d'encadrement déclarée comme encadrement du séjour des mineurs ou du public. Donc animation et direction. Et donc au sein de cette équipe pédagogique, tu dois avoir un minimum de 50% de diplômés. D'accord? Ensuite, tu dois avoir un maximum de 30% de stagiaires et tu peux avoir un maximum de 20% de non-diplômés. Donc après, des fois, les pourcentages, c'est compliqué parce que couper une personne en plusieurs, c'est... Enfin bref, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que déjà, légalement, tu as le droit d'avoir des personnes non diplômées dans ton équipe à partir du moment où tu as un minimum de 50% de stagiaires et que ces non diplômés ne dépassent pas les 20% du quota de l'équipe. Okay, donc ça, c'est la première chose. Et si tu veux mon avis vraiment total là-dessus, je vais te donner une petite phrase que j'ai pour habitude de dire, qui n'est pas de moi, je ne sais plus dans quel centre de formation je l'ai trouvé, mais c'est dans un centre de formation. Enfin bref, c'est pas c'est pas le BAFA qui fait l'anime, comme c'est pas le diplôme qui fait le professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des personnes qui sont non diplômées, qui ne sont pas du tout passées par le cursus, qui soit BAFA, BFD, BPGEPS, etc., de ce que tu veux, et qui pourtant sur le terrain sont beaucoup plus compétentes que des personnes qui sont passées par le BAFA, par le BFD, par le BAPAT, le BPGEPS, par ce que tu veux, tu vois, et elles ont beaucoup plus leur place alors qu'elles sont pas diplômé. En fait, un diplôme, un diplôme, ça sert à quoi? Ça sert à filtrer à l'entrée en fait. Ça sert, et surtout dans l'animation, ce qui est important, un diplôme ou un brevet, ça nous sert à nous en tant que formateurs à filtrer à l'entrée les personnes qui ce serait peut-être bien si elles vont pas travailler avec ce genre de public. Mais le problème, c'est que ce filtre, des fois, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, pourquoi? Parce que les formateurs ne sont que des humains et les humains ont des défauts. Tes formateurs, il se peut qu'ils aient pas vu le danger de quelqu'un qui est diplômé. Il se peut aussi que ils aient un peu d'excès de philanthropie, d'altruisme, hein, en disant oui, mais il progressera sur le terrain lui rendra compte de la réalité. Ouais, mais si sur le terrain tu tombes avec des personnes qui font de la merde et que tu es formé à faire de la merde et qu'en plus il n'y a personne qui te dit rien quand tu es en train de faire de la merde, et ben toi tu crois faire ton taf correctement mais en fait tu fais de la merde et tu te retrouves avec des personnes comme ça fait 20 ans qui font de la merde sur le terrain, ça arrive, c'est comme ça aussi. Et puis après, putain merde, je sais plus où j'en étais, ce que je voulais te dire. Oui, je disais les formateurs qui des fois se loupent à l'entrée, se loupent sur leur filtre à l'entrée dans la validation du diplôme ou pas. Et après, je vais te dire quelque chose de très honnête, d'accord? Parce que je l'ai vu et j'ai pété des plombs dans tous les organismes de formation où j'ai vu ça. Et c'est aussi un petit peu pour ça que moi, je me suis détaché des organismes et que j'ai voulu monter mon propre organisme de mon côté aussi. Tu sais, quand tu es au BAFA ou au BFD, pour invalider un stagiaire, il faut faire un rapport à côté. Ouais, et en plus de sa fiche d'invalidation comme tout le monde, de validation ou d'invalidation comme tout le monde, si tu l'invalides, il faut faire un rapport pour ne pas valider le stage pratique parce qu'il faut expliquer les raisons du pourquoi, du comment, etc. Le nombre de fois où j'ai vu des formateurs me lâcher des « Ouais, vas-y, je fais pas le rapport, c'est bon, vas-y, c'est bon, ils s'en occuperont sur le terrain. » T'es sérieux quoi? Putain, il y a des gamins derrière sur le terrain, tu nous envoies un danger, nous on est là en équipe à se dire mais putain, on veut pas le faire, on veut pas le valider, et toi sous prétexte que t'as un rapport à taper, une demi-page, et ben t'as pas envie de le faire. Putain, ouais, après on s'étonne qu'il y ait des drames sur le terrain. Bah ouais. Donc, pour revenir à ta question, Talia, moi je n'ai absolument rien contre les non-diplômés sur le terrain à partir du moment où ils s'investissent
comme les autres. À partir du moment où ils font leur taf, qu'ils intègrent l'équipe et qu'ils prennent bien en compte le public, qu'ils sont là pour son intérêt supérieur, qu'ils prennent bien les 3 volets de l'animation, donc c'est-à-dire activité, vie collective et vie quotidienne. À partir du moment où ils sont là, ils se donnent comme les autres. En fait, pour moi, les non-diplômés, pour moi, c'est comme les stagiaires. Je compte sur eux autant que je compte sur les diplômés et j'ai les mêmes exigences avec eux que j'ai avec les autres. En fait, de toute façon, c'est simple, face à ton public, le public qui s'en fout, à moins que tu lui dises, et que ça peut être très dangereux, ouais, toi tu viens d'arriver, cette personne-là, Talia, elle est petite nouvelle, elle vient d'arriver, c'est sa première expérience, et elle a jamais encadré des jeunes comme vous, ce qui n'est pas forcément... il y a des personnes pour qui ça leur va très bien, mais il y a des personnes pour qui il faut pas dire ça, parce que ça peut leur faire perdre tout crédit, tu vois. Mais... enfin voilà, je veux dire, dans la tête de ton public, dans la tête des jeunes, si tu leur dis rien, il n'est pas écrit sur ton front non diplômé, stagiaire, diplômé, 3 séjours, 25 séjours, 35 séjours d'expérience. Il n'y a pas écrit tout ça, tu vois, sur ton front. Voilà. Donc ouais, moi je n'ai absolument rien contre les non diplômés, bien au contraire. Bien au contraire. Et le nombre de fois où je croise des non diplômés qui ont mieux compris pourquoi ils étaient là et ce qu'ils devaient faire sur le terrain que les diplômés, ça m'arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Des fois, il m'arrive même, enfin, c'est même pas il m'arrive même, c'est j'ai dans mes contacts des non-diplômés que je reprends en priorité dans mes équipes. Dès que j'ai un séjour, je t'appelle, ouais, t'es là, t'es dispo ou pas, t'as toujours pas passé ton BAFA, je m'en branle, tu viens dans mon équipe parce que je sais ce que tu vaux sur le terrain. Voilà. Voilà, mais après il y a aussi d'autres personnes qui sont non diplômées et qui feraient peut-être bien passer par un cursus de formation pour se remettre ne serait-ce que les minimums des bases en tête, quoi. Ça peut être bien aussi, d'accord. Donc il y a tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, tu vois. Il faut toujours jongler un petit peu. C'est de l'humain, c'est du cas par cas. Il faut prendre le temps de voir sur le terrain ce que ça donne, voilà, tu vois. Enfin, voilà. Eh bien, écoute, les seuls commentaires qui restent sur la publication de la foire aux questions, c'est ceux que j'avais mis pour faire remonter la foire aux questions dans les fils d'actualité, mais je pense que c'était pas plus mal qu'il n'y en ait pas plus, parce que je pense que ça a fait une bonne vidéo quand même. Donc, du coup, je referai une prochaine foire aux questions prochainement sur Animare TV, donc la chaîne sur laquelle tu es en train de la regarder. Si tu veux toi aussi participer à cette foire, alors la foire aux questions que je venais de faire, elle était donc réservée à la communauté des animaristes, d'accord. J'avais proposé de poser des questions au sein de cette communauté et c'était que dans le groupe, il n'y a que ce groupe là qui a vu le post. Maintenant, si toi tu ne fais pas partie de la communauté des animaristes, pardon, des fois je vais vous parler trop vite, si tu ne fais pas partie de la communauté des animaristes mais que tu tiens quand même à me poser des questions où j'y réponds quand même, tu vois, de manière un peu plus rapide que si je prenais un sujet par vidéo, ce que tu peux faire, c'est me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo, mais sur YouTube, d'accord, pas dans les commentaires des groupes Facebook, parce que tu vois, moi à chaque fois je partage j'envoie sur une 50aine de groupes différents. Il y a des groupes qui soumettent à validation ou pas selon les publications, donc on va dire qu'il y a au moins une 40aine de groupes différents sur lesquels sont publiées mes publications sur YouTube à travers Facebook. J'ai pas que ça à faire moi de remonter dans tous les différents groupes Facebook, tu vois. Par contre, si tu réponds sur la vidéo YouTube, en commentaire de la vidéo YouTube, si tu me poses tes questions là pour que j'y réponde un petit peu comme je viens de le faire dans cette foire aux questions, ce sera beaucoup plus simple pour moi de les retrouver et de toute façon je les prendrai pas ailleurs parce que j'ai pas envie de courir à gauche, à droite sur tout internet et les différents canaux que j'utilise, qu'ils soient les miens ou ceux d'autres entités. Enfin voilà. Eh bien écoute, moi j'ai terminé cette première foire aux questions d'Animare. Donc tu vois que quand j'y réponds, moi en fait tout ce que j'essaye de faire en sorte, c'est de penser même à travers toi à l'intérêt supérieur de ton public. Et pourquoi? C'est parce que j'aimerais que tu penses de la même façon. C'est mon but sur internet, que tu penses à l'intérêt supérieur de ton public. Pourquoi? Parce qu'il compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.